Bienvenue sur l'âme du conte africain. Ce n'est pas possible. Je dois y aller. Je ne peux pas faire ça. Le jour où Moussa a enfin eu besoin qu'on décroche, il a compris que le silence pouvait faire plus mal qu'une gifle. Pendant des années, il avait vécu avec une certitude tranquille. Celle d'être arrivé. Celle d'avoir échappé à la poussière des rues de son enfance, aux coupures d'électricité, aux cahiers qu'on efface parce qu'on n'a pas de quoi en acheter d'autres. À 32 ans, Moussa avait tout ce qu'un homme dans son quartier rêvait d'avoir sans oser le dire. Un bon poste dans une grande société de télécom à Dakar. Un bureau climatisé au plateau. Un salaire qui tombait à date fixe. Une voiture propre qui sentait le cuir et le parfum. Une petite vie bien rangée entre les embouteillages, les repas dans les maquis chics, les week-ends à Sali, et les photos discrètement publiées pour que chacun voie qu'il avait réussi. Il s'était construit une armure de responsabilité. Car il y avait une personne qui appelait plus que les autres. Sa petite sœur. Elle s'appelait Aïssatou. Elle avait 8 ans de moins. Quand Moussa était parti pour Dakar, elle avait encore des nattes fines et des genoux poussiéreux. Elle le regardait comme on regarde quelqu'un qui s'éloigne sur une route rouge, avec une admiration si grande qu'elle en faisait mal au cœur. Elle disait qu'elle voulait étudier. Aller loin. Devenir quelqu'un. Pas pour la gloire. Juste pour sortir leur mère de la fatigue. Au début, Moussa répondait. Les premières années, il était encore un peu du village lui aussi. Il prenait les appels, même quand il était dans le car rapide, coincé entre des sacs d'arachides et des odeurs de poisson. Il écoutait les nouvelles. La santé de leur mère. Les petites histoires du voisinage. Les résultats scolaires d'Aïssatou. Il promettait. Il encourageait. Et parfois, il envoyait. Puis sa vie avait accéléré. Son téléphone vibrait sans arrêt. Réunion. Objectif. Client. Pression. Il s'était habitué à être celui qu'on sollicite, celui qu'on dérange, celui qu'on appelle pour régler. Et quelque part, il avait commencé à trier l'amour comme on trie les notifications. Il répondait aux appels qui rapportaient quelque chose. Il repoussait les autres à plus tard. Aïssatou appelait souvent vers la fin du mois. À ces moments-là, l'angoisse se glissait dans sa voix même quand elle essayait de la cacher. Les inscriptions. Les fournitures. Les frais de dossier. Le transport. Un manuel imposé par le professeur. Moussa voyait son nom s'afficher. Aïssatou. Il regardait l'écran. Il ne répondait pas tout de suite. Il se disait qu'il rappellerait après la réunion. Après le dîner. Après le match. Après la douche. Après avoir dormi. Il ne savait pas encore que chaque appel ignoré ressemblait à une porte qu'on referme doucement, sans bruit, jusqu'à ce que la personne de l'autre côté n'ose plus frapper. La première fois qu'il a vraiment commencé à faire ça, c'était un jeudi soir. Il était dans un restaurant au bord de la corniche, entouré de collègues, la table pleine, les rirots. L'air sentait le poisson braisé et la réussite. Son téléphone avait vibré. Une fois. 2 fois. Aïssatou. Il avait posé l'appareil face contre la table, comme si c'était une chose honteuse. À l'intérieur de lui, il s'était dit qu'elle exagérait. Qu'elle appelait trop. Que lui aussi avait ses problèmes. Qu'il ne pouvait pas être une banque. Il s'était même surpris à penser qu'il fallait qu'elle apprenne à se débrouiller. Cette phrase avait grandi en lui, au fil des mois, comme une mauvaise herbe. Se débrouiller. C'était facile à dire depuis un bureau climatisé. Quand il rentrait tard, il voyait encore les appels manqués. Il envoyait parfois un message rapide. Il disait qu'il rappellerait. Qu'il était occupé. Qu'il n'avait pas oublié. Et, pour se donner bonne conscience, il se racontait qu'un jour, quand il aurait vraiment le temps, il ferait un gros transfert. Un grand geste. Une preuve. Mais un jour n'est pas une date. Au village, le temps n'avait pas la même vitesse. Là-bas, les journées n'étaient pas remplies de réunions, mais de comptes à faire avec des pièces de monnaie. Là-bas, les rêves n'étaient pas accrochés à des écrans, mais à des cahiers qu'on protège de la pluie avec un sac plastique. Aïssatou continuait d'aller à l'école. Elle marchait tôt le matin, avant que le soleil ne devienne une punition. Elle révisait le soir quand la lumière acceptait de rester. Quand l'électricité partait, elle utilisait une lampe à piles,
puis une bougie quand les piles étaient finies. Elle écrivait petit pour économiser le papier. Elle apprenait par cœur les pages qu'elle n'avait pas le droit d'emporter parce que le manuel appartenait à une camarade. Elle ne se plaignait pas. Elle appelait Moussa comme on lance une corde au-dessus d'un mur. Pas pour qu'il lui fasse tout. Juste pour qu'il lui tende la main au bon moment. Un jour, la directrice avait demandé les frais d'examen. La date était fixe. Le délai ne se négociait pas. Aïssatou avait senti son ventre se serrer. Elle avait attendu le soir, quand l'air devient plus frais et que les bruits du village se calment. Elle avait emprunté le téléphone d'une voisine, parce que le sien était trop vieux, parce qu'elle ne voulait pas gaspiller du crédit. Elle avait appelé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le téléphone sonnait. Son cœur aussi. Moussa avait vu l'appel pendant qu'il sortait d'un immeuble moderne, sous les néons, avec des collègues qui parlaient d'une promotion possible. Il avait décroché à moitié, puis il avait raccroché avant même de répondre. Pas par méchanceté, pensait-il. Par fatigue. Par pression. Par cette sensation qu'il devait respirer. Il s'était promis de rappeler dans la voiture. Mais ce jour-là, tout allait basculer. Dans sa voiture, coincé dans le trafic, Moussa avait écouté des notes vocales de travail. Il avait oublié. Puis il était rentré. Il avait mangé. Il s'était endormi. Au village, Aïssatou avait attendu sous un grand arbre, devant l'école, avec d'autres élèves. La directrice passait et repassait, regard sévère, carnet à la main. Quand elle s'arrêtait devant Aïssatou, la question était toujours la même. Les frais, oui ou non? Et la réponse d'Aïssatou restait la même. Pas encore. Elle avait senti la honte lui brûler la peau. La honte d'être regardée comme un problème. La honte d'être celle qui retarde. La honte d'entendre les murmures. Elle avait appelé encore. Elle avait même essayé tard dans la nuit. Sans réponse. Le lendemain, la directrice avait fermé la liste. Elle avait dit que c'était fini, que la date était passée. Elle avait ajouté que la vie est dure, que l'école n'attend personne. Puis elle était partie. Aïssatou était restée debout, immobile, comme si son corps ne comprenait pas encore. Autour d'elle, les autres parlaient de leur révision, de leurs projets. Elle ne les entendait plus. Elle avait marché jusqu'à la maison, lentement, comme si chaque pas était un adieu. La route était longue. La poussière collait aux sandales. Le soleil écrasait les épaules. Et dans sa tête, une pensée tournait comme un tambour triste. Elle n'allait pas passer l'examen. Sans cet examen, la suite devenait un mur. À la maison, leur mère n'a pas crié. Elle n'a pas frappé. Elle a juste regardé Aïssatou et a compris. Et cette compréhension silencieuse a été pire qu'une dispute. Parce qu'elle contenait tout. La fatigue. Les sacrifices. Le manque. L'injustice. L'amour impuissant. Aïssatou a pleuré seule derrière la maison, là où on ne la voyait pas. Elle pleurait sans bruit, pour ne pas inquiéter sa mère. Elle mordait ses lèvres pour ne pas hurler. Son corps tremblait. Et dans son cœur, quelque chose se cassait doucement. Ce n'était pas seulement un examen. C'était un rêve. Le soir, Moussa a enfin rappelé. Il était dans sa chambre, l'esprit plus libre. Il avait vu plusieurs appels manqués. Il s'était dit qu'il allait régler ça en 5 minutes, comme on règle un petit incident. Il ne savait pas encore qu'il rappelait trop tard. Aïssatou n'a pas décroché. Pas par vengeance. Par épuisement. Par honte. Parce qu'elle ne savait pas quoi dire sans pleurer. Parce qu'elle n'avait plus la force de mendier l'attention de quelqu'un qui ne comprenait pas l'urgence. Moussa a laissé un message. Il a dit qu'il était débordé. Qu'il allait envoyer quelque chose bientôt. Qu'elle devait patienter. Puis il a posé le téléphone et s'est senti soulagé. Il venait de faire son devoir, pensait-il. Il avait montré qu'il n'oubliait pas. Le lendemain, il a encore été happé par la vie. Les semaines ont passé. Les mois. Aïssatou ne rappelait plus autant. Au début, Moussa a trouvé ça confortable. Il se disait qu'elle avait enfin compris. Qu'elle s'organisait autrement. Qu'elle était devenue plus mature. Il était loin d'imaginer ce que ce silence cachait. Au village, Aïssatou avait quitté l'école. Pas officiellement au début.
Elle avait essayé de revenir, de demander une seconde chance. On lui avait répondu que ce n'était pas possible. Les règles étaient les règles. Et les règles, dans beaucoup d'endroits, sont faites pour ceux qui ont de quoi payer à temps. Alors elle avait commencé à aider davantage à la maison. Elle allait au marché très tôt. Elle portait des bassines sur la tête. Elle vendait des beignets le matin, puis des sachets d'eau quand la chaleur devenait insupportable. Ses mains sentaient l'huile et la monnaie. Ses yeux, eux, cherchaient encore parfois les cahiers. Elle ne disait rien à Moussa. Elle avait trop mal. Et surtout, elle ne voulait pas lui donner l'occasion de répondre avec cette phrase qu'elle craignait plus que tout. Qu'il avait trop de responsabilités. Qu'elle devait se débrouiller. Pourtant, Moussa aurait dû voir. Il aurait dû remarquer que sa sœur, autrefois si insistante, si déterminée, ne demandait plus. Que leurs échanges devenaient rares, secs, comme des formalités. Il aurait dû se demander pourquoi. Mais Moussa, à ce moment-là, était en train de construire son image. Il avait commencé à fréquenter des gens qui parlaient en chiffres. Il avait appris à sourire quand il fallait. À paraître sûr de lui. À cacher les failles. Il avait commencé à croire que la vie récompense forcément ceux qui travaillent. Il s'était acheté une montre chère. Il avait commencé à dire qu'il n'avait besoin de personne. Il aimait cette idée. Elle le rendait invincible. Il envoyait de l'argent à sa mère pour les fêtes. Une somme qui faisait du bruit au village. On le félicitait. On priait pour lui. On disait que Moussa était un bon fils. Un grand. Un exemple. Et Moussa s'endormait avec cette fierté chaude dans la poitrine. Aïssatou, elle, s'endormait avec autre chose. Un mélange de tristesse et de colère qu'elle n'arrivait pas à nommer. Elle en voulait au monde. Elle en voulait à Moussa. Et, dans ses moments les plus sombres, elle en voulait à elle-même d'avoir espéré. Les années ont passé ainsi. Puis la vie a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a tourné. Et un matin, Moussa a reçu un mail au travail. Un mail qui sentait le froid. Restructuration. Réorganisation. Évaluation. Et quelques jours plus tard, une réunion en petit comité, des visages fermés, des phrases polies. On lui a expliqué que son poste était supprimé. Que l'entreprise changeait de stratégie. Qu'il recevrait une indemnité, que tout se ferait dans le respect. Dans le respect. Mais dans sa tête, tout s'est effondré. Moussa est sorti du bâtiment avec la sensation qu'on lui avait arraché son nom. Il marchait sans regarder. Il avait l'impression que la ville entière le regardait, comme si tout le monde savait. Comme si sa défaite était écrite sur son front. Il s'est assis dans sa voiture. Il a posé ses mains sur le volant. Il a respiré. Il a essayé de se convaincre que ce n'était qu'une étape. Qu'il retrouverait vite. Qu'il avait des contacts. Qu'il était Moussa. Celui qui réussit. Il ne savait pas encore que la chute ne fait pas de bruit au début. Elle commence comme un doute. Les premières semaines, il a fait semblant. Il s'habillait comme s'il allait au bureau. Il sortait le matin. Il allait s'asseoir dans des cafés avec son ordinateur, envoyait des candidatures, appelait des connaissances. Il souriait. Il disait que tout allait bien. Il n'osait pas annoncer la vérité à sa mère. Il ne voulait pas qu'on le plaigne. Il ne voulait pas perdre son statut. Mais les réponses tardaient. Les entretiens se terminaient par des promesses vagues. Les gens qui l'appelaient étaient soudain occupés. Il rappelait rarement. À Dakar, l'amitié peut être sincère, mais elle est souvent attachée à ce que tu représentes. Quand tu n'es plus utile, tu deviens invisible. Moussa a commencé à compter. À compter chaque dépense, lui qui avait oublié le prix du pain. Son loyer. Son crédit auto. Les factures. Les sorties qu'il devait refuser. Les cadeaux qu'il ne pouvait plus faire. Et ce sentiment honteux de devoir expliquer pourquoi. Un soir, il a ouvert son armoire. Il a regardé ses costumes alignés. Il a senti une boule dans sa gorge. Tout ce tissu, toutes ces apparences, et pourtant, il n'avait plus de travail. Il a pensé à vendre sa montre. Puis il l'a reposée comme si elle était maudite. La honte est un poison lent. Moussa a fini par en parler à quelques amis proches. Il a demandé un coup de main, juste en attendant.
Il a appelé. Il a envoyé des messages. Certains ont vu et n'ont pas répondu. D'autres ont répondu vaguement, promettant de rappeler. Quelques-uns ont donné des conseils, comme si un conseil pouvait payer un loyer. Et Moussa a commencé à entendre, dans ses propres oreilles, la même musique qu'il avait offerte à sa sœur pendant des années. Je te rappelle. Plus tard. Je suis débordé. Il était loin d'imaginer à quel point cette coïncidence allait le frapper. Les mois ont continué. L'indemnité est partie plus vite qu'il ne l'aurait cru. Les petites économies aussi. Moussa a commencé à mentir à sa mère pour éviter les questions. Il lui disait que le travail était chargé, qu'il ne pouvait pas venir, qu'il enverrait bientôt. Et sa mère, comme toutes les mères, faisait semblant de croire. Un matin, le propriétaire a appelé. Le ton n'était plus cordial. Les retards s'accumulaient. Il fallait régler ou partir. Moussa a senti son cœur battre trop vite. Il a promis. Il a cherché. Il a couru. Il a même envisagé d'emprunter à des gens qu'il n'aimait pas. Il a fini par vendre sa voiture. Quand il a remis les clés, il a senti un morceau de lui partir avec. Ce n'était pas seulement une voiture. C'était la preuve qu'il était quelqu'un. Sans elle, il se sentait redevenu le garçon du village, celui qui regarde les autres passer. La ville, qui lui semblait autrefois une scène où il brillait, est devenue un endroit hostile. Les mêmes immeubles paraissaient plus hauts. Oui, je suis là. Les mêmes rues plus étroites. C'est fait. Les mêmes regards plus lourds. Un soir, après une journée d'humiliation silencieuse, Moussa est rentré dans son appartement presque vide. Il avait déjà vendu des meubles. Il avait laissé partir ce qui n'était pas indispensable. Il s'est assis par terre, le dos contre le mur. Il a regardé le plafond. Et il a senti une peur simple, animale. La peur de tomber plus bas. Il a sorti son téléphone et a ouvert sa liste de contacts. Il a appelé encore. Pas de réponse. Il a insisté. Rien. Il a laissé sonner jusqu'au bout. Puis encore. Il a regardé l'écran comme on regarde une porte qui ne s'ouvre pas. Et c'est là, dans cet appartement devenu froid, qu'une pensée s'est imposée à lui. Une pensée qu'il avait évitée pendant des années. Il a revu le prénom de sa sœur sur l'écran. Il a revu les appels manqués. Il a revu ses propres gestes, quand il retournait le téléphone face contre la table. Il a senti la honte le traverser comme un éclair. Parce qu'il comprenait enfin. Ce n'était pas seulement qu'il n'avait pas répondu. C'était qu'il avait décidé qu'elle pouvait attendre. Qu'elle pouvait souffrir en silence. Qu'elle pouvait perdre du temps, perdre des chances, pendant que lui construisait son confort. Il a voulu chasser cette pensée. Mais elle est restée. Il a fini par appeler Aïssatou. Il a hésité longtemps avant d'appuyer. Son doigt tremblait. Pas à cause de la peur qu'elle refuse, mais à cause de ce qu'il savait qu'il méritait. La sonnerie a retenti. Une fois. 2 fois. Moussa a retenu sa respiration, comme si sa vie dépendait de ce moment. Au bout de quelques secondes, Aïssatou a décroché. Sa voix n'était pas la même. Elle avait perdu quelque chose de jeune. Elle avait gagné une solidité nouvelle. Moussa a voulu parler, s'expliquer, se justifier. Les mots se bousculaient. Il a senti sa gorge se serrer. Il a dit l'essentiel, sans fierté. Il a dit qu'il allait mal. Qu'il avait perdu son travail. Qu'il ne savait plus vers qui se tourner. Qu'il avait besoin d'aide. Il s'attendait à un silence lourd. Il s'attendait à une colère. Il s'attendait à ce que sa sœur lui rende enfin ce qu'il lui avait fait. Mais Aïssatou n'a pas fait ça. Elle n'a pas demandé des comptes au téléphone. Elle n'a pas cherché à le casser. Elle lui a seulement demandé où il était, s'il avait mangé, s'il pouvait se déplacer. Elle lui a dit de venir. Moussa a raccroché et il est resté immobile. Il avait les yeux mouillés. Pas seulement parce qu'il était soulagé, mais parce qu'il venait de recevoir une bonté qu'il n'avait pas méritée. Il ne savait pas encore à quel point cette rencontre allait le bouleverser. Le lendemain, il a pris un taxi collectif, serré entre des inconnus, avec un sac léger. Il avait l'air d'un homme qui rentre de loin, même s'il n'avait fait que traverser la ville. L'adresse qu'Aïssatou lui avait donnée n'était pas celle du village. Elle vivait à Dakar, dans un quartier populaire animé,
loin des immeubles du plateau, mais vivant, vrai, bruyant. Quand Moussa est arrivé, il s'attendait à trouver sa sœur dans une chambre louée, fatiguée, toujours en train de lutter. Il a trouvé autre chose. Il a trouvé une petite cour propre, des bassines alignées, des tissus pliés, une machine à coudre posée sur une table, des cartons de commande. Il a entendu des bruits de travail, des pas, des voix de femmes qui se saluaient. Il a senti l'odeur du thé et du savon. Aïssatou avait construit quelque chose. Pas un empire, pas une richesse insolente, mais une stabilité. Un endroit à elle. Un petit atelier de couture et de confection, où elle travaillait avec 2 autres femmes. Elle faisait aussi des uniformes scolaires. Des rideaux. Des boubous simples mais bien finis. Elle avait appris, lentement, à force de patience et de nuits courtes. Elle avait commencé avec presque rien. Elle avait pris des coups. Elle était tombée. Elle s'était relevée. Moussa a ressenti une émotion qu'il n'avait pas prévue. Une fierté immense. Et une douleur immense. Parce que si elle avait pu faire ça sans lui, alors son absence n'avait pas juste été une négligence. Elle avait été un poids supplémentaire qu'elle avait dû porter seule. Aïssatou l'a accueillie sans spectacle. Elle l'a installée. Elle lui a servi à manger. Elle a fait comme si c'était normal. Comme si un grand frère peut tomber et être ramassé sans humiliation. Moussa, lui, n'arrivait pas à avaler correctement. Chaque bouchée avait un goût de regret. Les jours suivants, il a découvert ce qu'il n'avait jamais voulu voir. Aïssatou n'avait pas seulement quitté l'école et survécu. Elle avait souffert. Longtemps. Elle avait connu les fins de mois où l'on ne mange qu'une fois, mais on sourit quand même. Elle avait connu les regards qui te réduisent. Elle avait connu les nuits où tu t'endors en te demandant si tu as raté ta vie à 17 ans. Et pourtant, elle avait continué. Elle s'était inscrite plus tard à des cours du soir. Elle avait appris à lire des contrats simples, à compter des bénéfices, à ne pas se faire avoir. Elle avait rejoint une petite association de femmes du quartier. Elle avait pris confiance. Elle s'était reconstruite. Moussa apprenait tout ça par morceaux, au fil des jours, en observant, en entendant, en voyant des papiers rangés dans une boîte, des factures, des carnets de commandes. Chaque détail était une preuve de courage. Et il y avait une autre preuve, plus dure encore. Un soir, en rangeant des tissus, Moussa est tombé sur un vieux cahier. Un cahier usé, jauni. À l'intérieur, des notes d'école. Une écriture fine. Des dates. Des exercices. Sur la première page, un objectif écrit en grand, comme une promesse. Aïssatou y avait noté ce qu'elle voulait devenir. Elle avait dessiné une petite étoile à côté. Moussa a senti son ventre se tordre. Ce cahier était un fantôme. Il l'a tenu longtemps, comme si le papier pouvait lui parler. Il a imaginé sa sœur, plus jeune, pleine d'espoir, écrivant ces mots en croyant que son grand frère serait là. Il a compris qu'il avait été le premier mur. Ce soir-là, il n'a pas pu dormir. Il s'est assis dans l'obscurité, le dos contre la fenêtre. Il entendait les bruits du quartier. Les motos. Les rires au loin. Les radios qui parlent. Et lui, au milieu, sentait une solitude épaisse. Il s'est revu, au restaurant, posant le téléphone. Il s'est revu, disant qu'il rappellerait. Il s'est revu, se félicitant d'être un homme responsable, alors qu'il avait abandonné la personne qui avait le plus besoin de lui. La honte n'était plus un poison lent. C'était une brûlure. Le lendemain, il a essayé de parler à sa sœur. Il a essayé de lui dire ce qu'il avait sur le cœur. Il a essayé de demander pardon. Mais les mots sortaient mal. Ils étaient trop petits pour ce qu'il avait fait. Et plus il parlait, plus il se sentait nu. Aïssatou l'a laissé vider une partie de son cœur. Elle n'a pas minimisé. Elle n'a pas joué la victime non plus. Elle a simplement reconnu qu'elle avait eu mal, qu'elle avait pleuré en silence, qu'elle avait eu des jours où elle le détestait. Puis elle a ajouté quelque chose que Moussa n'oublierait jamais. Elle a expliqué qu'à force de pleurer, elle s'était fatiguée de la tristesse. Alors elle avait décidé de vivre quand même. Cette phrase l'a frappée. Décider de vivre quand même. Les semaines suivantes, Aïssatou a fait ce que Moussa n'aurait jamais imaginé. Elle l'a aidé. Pas avec de grands discours. Avec du concret.
Elle lui a prêté un peu d'argent pour souffler. Elle l'a aidé à négocier un arrangement pour ses dettes. Elle l'a poussé à accepter des petits boulots temporaires au lieu de s'enfermer dans la honte. Elle lui a proposé de l'aider dans l'atelier, ne serait-ce que pour les livraisons, l'organisation, la communication. Au début, Moussa a résisté. Travailler dans un petit atelier, lui qui avait eu un bureau au plateau, c'était une humiliation. Il avait peur que quelqu'un le voie. Il avait peur que la ville parle. Il avait peur de redevenir personne. Mais quand il a regardé sa sœur, il a vu sur son visage quelque chose de plus fort que la peur. La dignité. Aïssatou n'avait pas honte de travailler. Elle n'avait pas honte de commencer petit. Elle n'avait pas honte d'apprendre. Elle n'avait pas honte de tomber. Alors Moussa a avalé sa fierté. Il a accepté. Les premiers jours, il faisait des choses simples. Porteur des paquets. Répondre à des appels. Noter des commandes. Aller chercher des boutons au marché. Il transpirait. Il se perdait dans les ruelles. Il négociait avec des clients parfois durs. Il rentrait fatigué. Mais, le soir, il dormait mieux. Parce qu'il se sentait utile autrement. Un jour, Aïssatou a reçu une grosse commande d'un établissement scolaire. Une commande importante. Un contrat qui pouvait stabiliser l'atelier pour longtemps. Elle avait besoin d'organisation, de rigueur, de suivi. Moussa s'est investi. Il a mis de l'ordre dans les papiers. Il a proposé un système. Il a parlé à des fournisseurs. Il a couru partout. Il a retrouvé une partie de ses compétences. Mais cette fois, il ne les utilisait pas pour briller. Il les utilisait pour servir. Quand la commande a été livrée à temps, quand les responsables ont félicité le travail, Moussa a senti une joie étrange. Une joie humble. Une joie propre. Ce soir-là, Aïssatou a souri d'une façon rare. Et Moussa a senti une émotion monter. Il a compris que sa sœur ne cherchait pas à le punir. Elle cherchait à avancer. Et elle lui offrait, malgré tout, une place à côté d'elle. Le temps a continué. Moussa n'a pas redevenu riche du jour au lendemain. Il n'a pas retrouvé tout de suite un poste prestigieux. Il a dû accepter des missions, des petites opportunités, des compromis. Mais il avait changé. Il appelait sa mère souvent maintenant. Pas pour envoyer de l'argent seulement. Pour écouter. Pour demander des nouvelles. Pour être présent. Et surtout, il répondait quand Aïssatou appelait. Même si c'était au mauvais moment. Même si c'était pendant une course. Même si c'était juste pour parler de rien. Parce qu'il avait compris une vérité simple. Ceux qui t'aiment ne te dérangent pas. Ils te rappellent que tu es vivant. Un soir, des années après la chute, Moussa et Aïssatou sont retournés ensemble au village. Le trajet était long. La route vibrait sous les pneus. Les paysages défilaient. Les baobabs semblaient garder des secrets. Moussa regardait dehors, silencieux. Arrivé au village, il a revu la cour de leur enfance. La même poussière. Les mêmes murs. Et pourtant, tout lui semblait différent. Peut-être parce que lui avait changé. Il a retrouvé des voisins qui le saluaient encore avec respect, sans savoir toute l'histoire. Il a vu des enfants courir. Il a entendu l'appel du muezzin au loin. Il a senti la chaleur familière qui te colle à la peau et te ramène à l'essentiel. Sa mère les a serrés longtemps dans ses bras. Moussa a senti son corps fragile. Il a senti l'odeur de son pagne, le parfum du village, le temps. Cette nuit-là, Moussa est sorti dans la cour. Le ciel était clair. Les étoiles brillaient fort, comme elles le font loin de la ville. Il s'est assis sur un petit tabouret. Il a pensé à tout. Il a pensé à la première fois où Aïssatou l'avait appelé pour ses études. À la façon dont il avait promis. À la façon dont il avait repoussé. Il a pensé à son propre effondrement, à ce moment où personne ne répondait, à cette sensation de tomber dans un puits. Et il a pensé à la main de sa sœur, tendue malgré tout. Alors, pour la première fois depuis longtemps, Moussa a pleuré. Pas des larmes spectaculaires. Des larmes silencieuses. Des larmes d'homme qui comprend trop tard mais qui comprend enfin. Il ne voulait plus être l'homme qui repousse l'amour. Le lendemain, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais eu le courage de faire. Il a rassemblé la famille proche.
Il a expliqué, sans entrer dans tous les détails, qu'il avait eu tort, qu'il avait laissé sa sœur tomber, qu'il s'en voulait, qu'il voulait réparer. Ce n'était pas une scène de cinéma. Ce n'était pas parfait. Certains n'ont pas compris. D'autres ont minimisé. Mais Aïssatou était là. Et son regard disait qu'elle avait entendu. Dans les mois qui ont suivi, Moussa a mis de côté, petit à petit. Il a commencé à financer discrètement les frais scolaires de 2 filles du village, à travers l'association qu'Aïssatou soutenait. Il ne le faisait pas pour se faire applaudir. Il le faisait parce qu'il savait ce que ça coûte, un rêve, quand personne ne t'aide à temps. Aïssatou, elle, continuait de grandir. Son atelier s'est agrandi. Elle a formé des jeunes. Elle a créé des opportunités. Elle n'était pas devenue ce qu'elle avait écrit dans son vieux cahier. Pas exactement. Mais elle était devenue quelqu'un de plus rare. Quelqu'un qui transforme la douleur en pont. Et Moussa a compris la leçon la plus dure de sa vie. Il avait cru que réussir, c'était posséder. Mais réussir, c'est aussi répondre. Répondre à ceux qui comptent. Répondre quand c'est urgent. Répondre quand la vie est en train de basculer pour quelqu'un. Parce que parfois, un appel ignoré ne revient jamais. Parfois, on ne rate pas seulement une conversation. On rate une destinée. La vie avait fait un cercle parfait. Moussa avait ignoré la main tendue de sa sœur quand elle montait. Puis la vie l'avait forcé à tendre la sienne quand il tombait. Et c'est celle qu'il avait laissée derrière qu'il avait relevée. Morale. Ne méprise jamais un appel à l'aide, surtout quand il vient de ta famille. L'argent va et vient. Le statut s'effondre. Les amis de circonstance disparaissent. Mais le bien que tu fais, lui, revient souvent quand tu t'y attends le moins. Et parfois, la personne que tu as négligée est celle qui te sauvera. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place ?